Bonjour Monsieur le Président, enchanté de vous avoir à Bucarest pour des consultations en ce qui concerne l'agenda stratégique 2024-2029. Pourquoi est-elle si importante et quels sont les piliers les plus importants de cet agenda? C'est un moment essentiel parce que dans les quelques mois qui viennent, le Conseil européen, ça veut dire les 27 chefs d'État et de gouvernement, vont devoir donner des orientations stratégiques pour les prochaines années. Et on voit bien qu'on est dans un contexte qui est difficile sur le plan géopolitique, avec une guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec beaucoup d'insécurité, d'instabilité. Et il y a deux points clés, à mon avis. D'une part, c'est être précis sur notre manière de travailler ensemble pour renforcer la défense européenne, plus de sécurité, plus de coopération, soutenir aussi une industrie de la défense en Europe pour avoir plus d'influence, pour protéger notre sécurité. Puis il y a un deuxième point, c'est continuer à travailler pour améliorer la situation économique en Europe. Là, on voit bien que à la fois le marché intérieur est un atout, mais qu'il y a encore du travail en termes d'approfondissement. La question énergétique aussi est essentielle, à la fois en termes de sécurité, mais aussi en termes de développement économique, en termes de stratégie industrielle. Et donc on va, avec les chefs d'État de gouvernement, prendre des décisions. Et pour cela, il y a un travail de consultation préparatoire intense qui est nécessaire. Parce que vous avez mentionné la sécurité et la défense. On en parle beaucoup ces jours-ci, c'est normal. Et je pense qu'il y en a deux volets. Le volet sécurité-défense pour nous-mêmes, comme Union, en tant qu'Union, et sécurité et défense ou aide à l'Ukraine et pour l'effort de guerre d'Ukraine, parce que nous voyons que la situation aux États-Unis est de plus en plus compliquée. La perspective électorale n'est pas si sûre que ça. Et de ce point de vue, comment voyez-vous les prochains mois en tant que sécuriser une aide pour l'Ukraine dans ce contexte très difficile? Vous avez raison, il y a deux dimensions. Il y a d'une part la dimension immédiate. Et dans l'immédiat, il est impératif de continuer à soutenir l'Ukraine autant que nous le pouvons. C'est ce que nous avons fait, y compris ces dernières semaines, avec un paquet additionnel de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, en plus des 90 milliards qui avaient déjà été mobilisés. C'est ce que nous faisons aussi, dès lors que l'Union européenne, pour la première fois, avec les États membres, nous finançons des livraisons d'armes à l'Ukraine. Et on a pris cette décision dans les premiers jours qui ont suivi l'invasion totale par la Russie. Mais on voit bien que l'on doit accélérer les efforts. Je suis très concret. L'Ukraine, au moment où on se parle, a besoin de munitions pour résister, pour défendre son territoire, pour défendre nos valeurs communes de démocratie et de liberté. On travaille avec beaucoup de vigueur pour encourager nos entreprises européennes à augmenter les capacités de production en matière de munitions, par exemple. Ça, c'est le court terme. Mais à moyen et à long terme, on doit avoir une stratégie pour permettre plus d'investissement dans le secteur de la défense. Nos entreprises européennes de défense, elles ont besoin de prévisibilité, elles ont besoin de contrats fixes. La Banque européenne d'investissement est également amenée à jouer un rôle plus important dans ce secteur à l'avenir. De point de vue économique, parce que vous avez mentionné aussi cette dimension résilience, compétitivité, et là, il y a un problème important parce que l'économie européenne, c'est à 65% de l'économie américaine, donc il y a beaucoup de problèmes même il y a une blague qui dit que les Européens ne font que réglementer ce que les Américains innovent. Comment faire pour relancer cette économie? Vous avez mentionné ce côté militaire de défense, mais quelles autres possibilités de faire relancer cette économie? Sur le plan économique, je dirais que le verre est à moitié rempli ou à moitié vide. D'une part, nous avons des atouts importants. Nous sommes une puissance économique avec un marché de 450 millions de citoyens qui sont aussi des consommateurs. Nous sommes très bons pour définir des standards, des principes, des règles. Et tôt ou tard, on voit que d'autres nous rejoignent. En matière environnementale, c'est le cas par exemple, en matière sociale. Mais nous avons quelques faiblesses. D'une part, on a besoin de règles de jeu équitables, le level playing field. Entre nous, à l'intérieur du marché intérieur. Il ne peut pas y avoir de double standard, mais également avec le reste du monde. Sinon, la compétition n'est pas juste. Lorsque nos compétiteurs, la Chine par exemple, subsidient massivement les entreprises, ça met en difficulté nos propres entreprises. Et même les États-Unis, qui sont un allié, un ami, un partenaire, lorsqu'ils décident de mettre en place ce plan massif de subventionnement dans le secteur des technologies vertes, ça a un impact pour nos entreprises et pour notre développement économique. Donc on doit
faire respecter les intérêts de l'Union européenne, on doit approfondir le marché intérieur, l'élargir aux services par exemple, il y a beaucoup trop de barrières, de contraintes. Et puis il y a un point qui me tient à cœur, je pense qu'on a une grande faiblesse, nous avons en réalité 27 marchés financiers. Et ça c'est un problème pour nos entreprises. Quand on a des entreprises qui ont un potentiel de croissance en Europe, elles n'arrivent pas à aller chercher le financement privé pour développer leur activité, pour générer davantage de potentiel de croissance. Et c'est tout le sujet du marché européen des capitaux, avoir une stratégie commune en matière d'investissement privé, en éliminant les barrières, en éliminant ce morcellement actuel qui est un frein. Et sur ces pistes-là, je pense que les 27 chefs d'État vont donner, je suis assez confiant, des impulsions pour que dans les prochains mois, nous puissions délivrer. Monsieur le Président, un des piliers de l'agenda stratégique, j'ai lu que c'est l'élargissement. Très important parce que depuis 2013, on n'en a pas eu, le processus est quasiment bloqué. Pourquoi serait-on optimiste pour la prochaine législature en ce qui concerne l'élargissement, vu le fait que la réforme qu'on attend tous n'est qu'une réforme théorique ou même philosophique, mais pas concrète? Je pense que l'élargissement, c'est un acte stratégique majeur. Et ce n'est pas un hasard probablement que c'est après le déclenchement de cette invasion de l'Ukraine par la Russie qu'il y a eu cette prise de conscience au plus haut niveau qu'on n'avait pas le droit de procrastiner, qu'on n'avait pas le droit de reporter à plus tard ce sujet-là. Et vous avez observé que depuis 2 ans, de manière très régulière, le point est à l'agenda du Conseil européen. D'une part, on a revitalisé le processus avec les Balkans occidentaux, on a libéré des moyens financiers extrêmement importants pour favoriser ce qu'on appelle l'intégration graduelle par l'investissement, par le développement économique, sans attendre les décisions ultimes en matière de statut d'État membre, premier élément. On a donné un signal très fort à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie également, et on voit que le rythme s'accélère, parce qu'on voit que l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie ont enclenché des processus de réforme qui sont indispensables pour rejoindre les règles européennes, les principes européens en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption. Mais il y a un point important. L'Union européenne, les 27 États membres doivent aussi faire leur propre part du chemin, parce qu'on mesure bien qu'une Union européenne avec plus d'États que 27 à l'avenir, ça aura un impact sur nos politiques, sur notre financement des actions européennes, mais également sur notre manière de décider. C'est ce qu'on appelle les réformes internes de l'Union européenne qui sont aussi à l'agenda de nos discussions. Depuis le 30 mars, la Roumanie et la Bulgarie sont entrées partiellement dans l'espace Schengen, et j'ai vu que la migration est un autre pilier de l'agenda stratégique 2024-2029. Et je liais un peu les deux parce que l'Autriche l'a fait, a instrumentalisé un peu politiquement ce problème de la migration. Et je voulais savoir si vous songez que maintenant, après que l'Autriche a obtenu ce qu'elle a demandé en matière de sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne, vous pensez qu'on est plus près, plus proche d'un autre pas, le pas de passer dans l'espace Schengen avec les frontières terrestres? Il y a un premier élément qui est important, c'est qu'on a fait un pas en avant significatif, puisque en réglant la question des frontières aériennes et maritimes, c'est un pas en avant important qui est réalisé, mais ça n'est pas suffisant. Et donc on sait que dans les prochaines semaines et les prochains mois, le sujet va rester à l'agenda du Conseil. Je me suis exprimé souvent, je suis en faveur de cette reconnaissance totale pour la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen. On va continuer à travailler. Et d'ailleurs, je salue tout l'engagement, tout le leadership du président Iohannis qui n'a pas épargné ses efforts pour faire avancer cette cause. À propos du président Iohannis, que vous avez rencontré au palais présidentiel, vu le fait qu'apparemment les négociations pour une fonction de top à l'OTAN ne vont pas très bien, vous le voyez en tant que successeur, que votre successeur? D'une part, le président Iohannis est un homme expérimenté qui a une sincère conviction européenne, il n'y a pas de doute. S'agissant de l'OTAN, vous comprenez que ce n'est pas à moi de commenter les procédures de sélection propres à l'OTAN, c'est un premier élément. Et s'agissant des fonctions européennes, il y a des élections européennes qui auront lieu au mois de juin, et c'est après les élections européennes que le Conseil européen devra faire des propositions et peut-être même prendre des décisions en matière de responsabilité personnelle. Vous avez finalement renoncé à participer aux élections européennes pour garder le mandat jusqu'à la fin. Et
pour la fin de cette courte interview, je voudrais savoir où vous voyez, vous êtes un politicien très jeune encore, où vous voyez d'ici en quelques mois, peut-être commissaire européen ou... Merci de noter mon jeune âge. Cela étant dit, le jeune âge, ça passe avec le temps. Et plus sérieusement, je suis totalement concentré, j'ai la fin de ma tâche. Effectivement, j'ai décidé d'aller au bout de mon mandat parce que je souhaitais qu'en aucun cas, mon éventuelle candidature ne puisse être instrumentalisée pour déforcer le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est une fondation, c'est un pilier. Dans un moment de transition institutionnelle, je ne souhaitais pas qu'il puisse y avoir la moindre déstabilisation ou tentative de déstabilisation sur cet organisme qui joue un rôle très important sur le plan européen. Merci beaucoup pour cette interview, Monsieur le Président.